Bonjour à tous, merci de vous être déplacés pour cet après-midi. Je vais essayer de compléter ce qui a déjà été dit avec brio depuis maintenant une petite heure autour justement de ces agents de la transformation sous-jacente qu'ils apportent. Déjà quelques chiffres. Alors ça, c'est une étude qui a été réalisée par Google et nos collègues du BCG sur notamment aujourd'hui quelque part l'adoption de l'IA en entreprise et notamment aussi comment aujourd'hui cette IA est intégrée dans les processus d'entreprise. Les chiffres sont assez intéressants parce qu'en réalité, ce que vous voyez, c'est que il y a vraiment 4 catégories dans lesquelles on range les différentes entreprises. On a celles qu'on appelle un peu les essentials, ça veut dire celles qui ont commencé à explorer l'IA mais qui restent encore très manuelles, qui ont testé les technologies. Il y a celles qui aujourd'hui, dans les scaling à 43%, pilotent plusieurs chantiers IA mais n'ont pas vraiment réussi à faire une orchestration globale de tous ces chantiers. On a ensuite les 19% de ce qu'on appelle les leaders qui ont véritablement optimisé au maximum l'existant avec l'IA, mais qui sont encore aujourd'hui dans l'état actuel optimisé. Et ensuite, on a ceux qui ont véritablement réussi la transformation et qui sont inférieurs à 1%. C'est vraiment un chiffre qui traduit aujourd'hui à quel point on a encore une très grosse marge de progression. Tout ça, pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'outils. Alors, je pense que si vous suivez l'actualité, vous voyez le nombre de nouvelles technos, de startups, de modèles qui sortent tous les jours. Juste suivre l'actualité, c'est un travail à plein temps. Et donc, ça traduit véritablement aujourd'hui à quel point c'est compliqué vraiment de passer d'une logique, on va dire, outil à une logique process. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a ces chiffres qui traduisent la complexité du marché. Je voulais vous partager un deuxième chiffre aussi intéressant qui dit qu'aujourd'hui, à peu près 2/3 des données d'entreprise ne sont pas utilisées. Ça veut dire que 2/3 de toutes vos données, en fait, aujourd'hui, sont pas ou pas du tout exploitées. Et ça vient quelque part transcrire 3 freins très importants qui, encore une fois, empêchent les entreprises aujourd'hui de vraiment s'accaparer ces technologies. Un premier frein qui est la data, celui que je viens de dire, c'est vraiment être capable de pouvoir exploiter ces données. Et ensuite, évidemment, les silos organisationnels. C'est vrai que le marketing, c'est un métier qui est pas si jeune et qui aujourd'hui hérite de beaucoup de rigidité de l'époque, des rigidités au niveau des canaux, des rigidités au niveau de l'organisation d'entreprise, qui fait qu'aujourd'hui, c'est pas forcément évident de pouvoir avoir quelque chose qui soit orchestré. Et enfin, un dernier volet qui est aussi très important, c'est celui de l'intégration. Parce que c'est très facile de faire quelque chose, on va dire, dans un POC qui n'est pas intégré avec des extracts à chaque fois, mais vraiment intégrer la technologie dans l'entreprise et en amont et en aval des processus, c'est beaucoup plus complexe et je vous propose qu'on passe un peu de temps ensemble pour regarder tout ça. Un point intéressant et pourquoi aujourd'hui on a cet après-midi ensemble, pourquoi on la passe ensemble justement, parce que on arrive à un moment dans la technologie où on peut résoudre ces challenges-là. On peut y arriver. Pourquoi ? Parce qu'on a vu maintenant depuis plus de 2 ans, presque 2 ans et demi, avec les LLM et les modèles d'IA générative, on a eu la capacité de pouvoir traiter des très gros volumes de données. Ça a été un paradigme assez impressionnant. Vous avez tous fait ou entendu parler des cas d'usage autour du RAG pour aller interroger des bases de connaissances. Moi, je vais vous donner d'autres cas d'usage qui sont plus exotiques et tout aussi intéressants. Par exemple, il y a aujourd'hui des entreprises qui récupèrent les différents logs de Google Analytics et qui sont capables, à partir de ces logs-là, de non pas essayer juste de regarder ce que la personne a fait, mais de comprendre quelle est l'intention de la personne en étant sur votre site. Je donne un exemple. Je vais rebondir sur ce qu'a donné Justine tout à l'heure, qui est vachement intéressant. C'est, vous imaginez que vous êtes un site de mode, vous êtes un site de design d'intérieur, et vous avez un consommateur qui regarde des tables, des chaises, un sofa, une table basse. Et en fait, dans le meilleur des mondes, si votre site il est à peu près bien fait, vous allez le retargeter sur tous les produits qu'il a consultés. Alors le pauvre garçon ou la pauvre fille, elle va se retrouver avec plein de publicités sur des produits que finalement elle n'a pas envie d'acheter. Alors qu'en réalité, si vous analysez dans une big picture, cette personne-là est en train de refaire son salon. C'est ça la réalité. C'est qu'elle est en train de retrouver plein de produits qui vont ensemble pour essayer un petit peu de redécorer son intérieur. Et si, au lieu de savoir qu'elle est intéressée par le canapé ou la table basse, vous êtes conscient qu'elle est en train de refaire son salon, ben c'est beaucoup plus valuable pour vous et pourrez faire beaucoup plus d'actions marketing précises par rapport à ça. Donc c'est là aussi où les LLM peuvent avoir ce regard critique, analyser des grosses masses de volumétrie de données et être capable de pouvoir prendre des actions et des insights intéressants. On l'a vu aussi dans plein d'autres cas d'usage où on synthétise beaucoup sur des données. Bref, il y en a beaucoup. Et donc aujourd'hui, maintenant on entend parler depuis 6 mois tous les matins, presque sur BFM TV, mais
on entend beaucoup parler du mot agent, et l'agent, c'est justement cette deuxième vague. Ça veut dire maintenant, on est capable de digérer la donnée de manière très efficace. Avec l'agent, on est capable de l'actionner et de l'orchestrer. Et c'est véritablement une révolution importante parce que ça permet de pallier ce manque qu'on avait d'orchestration et d'harmonisation des différents canaux. Donc là, ce que je vous propose, alors j'ai beaucoup réfléchi quand j'ai fait cette présentation, comment je vais aborder le sujet. Est-ce que je vais vous noyer de plein de détails techniques, je vais vous parler de plateformes. Moi, j'aurais adoré, hein, mais je pense que vous, pas beaucoup. Et du coup, je me suis dit, j'essaie de vous donner un petit peu quelques points de focus à chaque fois, avec un angle un peu technologique quand même, pour vous montrer comment aujourd'hui on peut véritablement approcher ce sujet et comment on peut se l'accaparer. Donc, le premier point, c'est la donnée, on l'a dit. C'est très important. Alors, je fais exprès de ne pas parler de mes slides, je vous donne juste quelques exemples pour que vous puissiez regarder, mais le but, c'est vraiment de plutôt réfléchir plus loin que la slide. Comme je l'ai dit, le LLM, c'est vraiment un outil parfait pour digérer la donnée. Il faut savoir que la donnée, c'est la matière première de tout ce que vous pouvez faire avec l'IA générative, parce que si vous n'avez pas une donnée de bonne qualité, je ne vous apprends rien, vous ne pouvez pas faire grand-chose au niveau de l'intégration. Donc, ce qui est très important, c'est vraiment d'être capable de pouvoir exploiter à 100% votre donnée. Ça se traduit de deux manières. Ça se traduit en mode curatif d'abord sur votre existant, comment je peux utiliser les LLM pour améliorer la qualité des données. Donc là, c'est un exemple pour un retailer dans lequel, en fait, souvent, dans les fiches produits, quand vous êtes par exemple une marketplace, vous avez beaucoup de produits qui sont ajoutés, qui sont mal renseignés, où les champs ne sont pas forcément bien rangés. Ou alors, peut-être que vous utilisez Google Shopping et vous envoyez des flux auprès de Google, et souvent, les flux, on a une partie qui ne passe pas parce que la donnée n'est pas de bonne qualité. Donc aujourd'hui, avec les LLM, on est capable de pouvoir corriger ces flux, corriger cette donnée et améliorer du coup les fiches produits, améliorer aussi les visuels des produits sous-jacents et du coup rendre les produits et les flux plus attrayants. Ça, c'est en curatif. En proactif, donc pas curatif, c'est comment on transforme chacune des données qui rentrent dans votre écosystème en données qualifiées et de qualité. Je vous donne un exemple. Aujourd'hui, un client, il appelle votre centre d'appel. Eh bien, il ne faut pas que cet appel-là, derrière, se transforme en une prise de note par l'agent qui va noter 90% avec ses mots dans un endroit où une chance sur deux que ça ne tombe même pas dans le CRM à la fin. En fait, ça veut dire qu'entre 100% des appels, ce que vous allez retrouver au niveau de la qualité, vous allez perdre les 2/3 entre la prise de note, la qualité de la prise de note et votre capacité à le retrouver. Il faut que chaque interaction avec un consommateur soit captée dès le début, traitée, utilisée, exploitée et qui enrichisse votre CRM. Il faut vraiment s'assurer que tout ce qui rentre chez vous soit bien rangé. C'est la clé numéro 1 pour s'assurer que bien, vous avez une matière première de très grande qualité pour pouvoir exploiter cette donnée-là avec l'IA agentique. Le deuxième point que je voulais vous partager avec vous, c'est l'intégration. Je l'ai dit tout à l'heure, je reprends l'exemple du call center parce que je viens de terminer dessus. Quand vous avez un call center, imaginez que demain, vous voulez, par exemple, équiper vos agents dans le call center d'outils qui les aident à mieux répondre aux questions des clients. Donc aujourd'hui, les agents, souvent, ils ont une barre de recherche où ils tapent la question du client, ils vont avoir 3-4 PDF qui vont apparaître, ils vont dire attendez, ne quittez pas, ils vont regarder un petit peu, ils vont essayer de répondre à la question, ils vont se mettre je vous mets en attente quelques instants, je vais demander à mon manager, bref, je pense qu'en tant qu'entreprise et en tant que consommateur, vous connaissez, c'est ce que je suis en train de raconter. Le rêve, le saint graal de tout le monde, c'est de se dire est-ce que je ne peux pas utiliser l'IA générative pour que les conseillers tapent dans la barre de recherche et les génératives leur répondent tout de suite. Ça, c'est génial, mais encore une fois, il y a une friction. Pourquoi ? Parce que pendant que la personne, elle tape, elle est moins concentrée sur la conversation et potentiellement, des fois, elle tape mal la question, il y a un temps de latence, le réseau n'est pas bon, etc. Ce qu'il faudrait idéalement, c'est que pendant l'appel, on ait une IA qui écoute l'appel en même temps que le conseiller et qui elle-même, en fait, pose la question à une autre IA qui va du coup trouver la réponse et l'afficher au conseiller. Donc le conseiller, il est complètement focalisé sur la conversation, il ne s'occupe de rien, ses mains sont libres, et l'IA lui pousse des informations en temps réel, pertinentes pour aider à répondre. Et bien pour faire ça, il faut évidemment en amont que toute la partie téléphonie soit branchée à votre IA, et qu'en aval, votre IA soit aussi branchée à vos bases de connaissances, à votre CRM pour avoir le contexte client. Bref, il faut qu'une intégration soit faite pour que ça marche. Et souvent, malheureusement, eh bien, à l'époque, aujourd'hui, avec l'IA générative, on l'a vu, c'est très facile, ça prend 2, 3 semaines, 4 semaines, mais le passer en production, ça devient ensuite un enfer parce que, ah oui, mais on n'a pas de connecteur, ah, on est sur une ancienne version de la téléphonie, on attend le passage à la nouvelle version 2027, bref. Parce que c'est une réalité aujourd'hui que c'est très compliqué, donc il faut absolument anticiper ces points-là de friction parce que sans ça, vous n'allez jamais réussir à passer à l'échelle. Le troisième point, et peut-être le plus technique, c'est aussi la question de trust. Pourquoi le trust ? Parce qu'aujourd'hui, vous avez forcément vu ou exploré toutes ces technologies d'agentique. Et la réalité, c'est que je vais vous projeter dans un futur qui n'est pas si loin que ça. Mais
avec toutes les technologies que vous avez, ce qu'on appelle les copilotes, donc toutes ces IA qui viennent vous aider au quotidien, que vous pouvez créer facilement avec des clics boutons en disant voilà, je te upload des PDF, je te donne accès à telle connaissance, etc. et tu vas m'aider au quotidien. Eh bien, on a aujourd'hui pour chaque collaborateur humain potentiellement 3-4 agents IA qui viennent l'aider au quotidien. Donc imaginez qu'en réalité, votre masse salariale demain, en fait, c'est 1000 personnes plus 4000 IA. Eh bien, je pense que si demain votre boîte, elle passait de 1000 personnes à 4000 personnes, votre département RH, vous allez le redimensionner correctement. Vous allez forcément vous dire, bon, c'est pas la même chose de gérer 4000 personnes ou 1000 personnes. Mais pour l'IA, personne ne se pose la question. Ça dérange personne de dire qu'il y a 4000 IA dans la nature qui auront accès à de la donnée, qui potentiellement sont déduplicats partout, qui coûtent de l'argent parce que vous payez à la requête, et qui d'ailleurs, en fait, potentiellement, sont incontrôlés et incontrôlables. Ça pose des vraies questions sur en fait, à quel point aujourd'hui c'est viable d'un point de vue économique, d'un point de vue fiabilité, d'un point de vue sécurité, d'un point de vue compliance. Donc ça pose des vraies questions. L'autre volet aussi intéressant, c'est de se dire, évidemment, il y a ces IA copilotes du quotidien, mais il y a aussi cette volonté demain de se dire, je vais redéfinir mes processus avec l'IA. Je vais mettre des agents partout qui vont automatiser les choses. Évidemment, je vais garder un peu de contrôle, mais je vais automatiser ces choses-là. Quelque part, si demain vous faites ça, et vous déléguez à l'IA des processus anti-l'entreprise, des processus clés, mais vous n'avez aucun droit de regard sur ce qui se passe, déjà, il faut se remettre en question sur quel est notre rôle en tant qu'humain dedans. Mais au-delà de ça, ça veut dire que quelque part, on a perdu le contrôle sur des processus qui sont très importants pour l'entreprise. Tout ça pose des vraies questions sur comment aujourd'hui on est capable de bénéficier de ces technologies, d'en tirer parti, mais en même temps de le faire avec un contrôle accru et une confiance dans le fait que tout va bien se passer. Donc il y a 4 facteurs qui sont importants, il y en a d'autres, évidemment, je ne voulais pas faire une liste au Prévert avec 500 facteurs, mais les points importants, c'est de se dire, est-ce que économiquement c'est viable? Vous savez que ce sont des modèles dans lesquels vous payez à la requête. Alors il y a plein de modèles différents, il y a des petits, il y a des grands, il y a des concurrents, il y en a qui coûtent très cher, il y en a qui ne coûtent pas très cher, mais dans la réalité, vous payez toujours à chaque fois. C'est pour ça qu'il faut vraiment se poser la question de l'équation économique de ce que vous mettez en place. La fiabilité, je ne vous apprends rien, et ces modèles ont tendance à halluciner. Ce que les dernières études ont montré aussi, c'est que pire que ça, plus ils sont performants, plus ils ont tendance à halluciner. Donc vous prenez les derniers modèles de raisonnement, ils hallucinent plus que les modèles qui ne raisonnent pas. Pourquoi? Parce que quand ils raisonnent, ils sont plus subjectifs. Quand ils sont plus subjectifs, ils sont plus tendance aussi à dire des bêtises. Donc c'est pour ça aussi que modèle plus puissant ne veut pas dire modèle plus fiable. Il faut faire attention à ça. Il y a des enjeux aussi de sécurité parce que ces modèles-là, vous les connectez avec votre donnée d'entreprise, avec vos API, et quelqu'un qui est mal intentionné peut potentiellement en tirer parti. Mettre une porte devant chez vous, c'est évidemment vous permettre de rentrer chez vous, mais c'est aussi permettre à un voleur de rentrer chez vous. Donc si votre porte n'est pas sécurisée, tout le monde peut rentrer aussi. Et il faut être conscient de ces aspects-là parce que c'est très important et des mauvais choix de design, d'architecture ont des conséquences dramatiques sur les enjeux de sécurité. Et enfin, la compliance, l'exemple le plus bateau, mais aussi le plus parlant que je peux vous donner, vous n'aimeriez pas que si demain vous mettez un chatbot sur votre site web, il fait l'éloge de vos concurrents. Alors c'est peut-être mérité, mais vous n'aimeriez pas ça. C'est pour ça qu'il faut être aussi clair sur qu'est-ce que vous voulez que votre chatbot dise et qu'est-ce que vous voulez que vos IA répondent. C'est pour ça que pour ce faire-là, ce qu'on met souvent en place, c'est ce qu'on appelle, alors je ne vais pas rentrer dans le détail technique de tout ça, mais juste vous me donner quelques éléments de concept, c'est ce qu'on appelle des plateformes agentiques. Donc là, aujourd'hui, on est accueilli par Google, qu'on remercie d'ailleurs pour cet accueil et pour cette organisation. Et Google propose notamment une plateforme qui s'appelle Agent Space qui permet justement de pouvoir aujourd'hui piloter ces IA, construire ces IA, les superviser. Et un point important dans cette logique de plateforme, c'est ce qu'a dit tout à l'heure Justine et que je rejoins à 100%. Ça fait écho aussi à une phrase qu'a dit Jensen, donc le CEO de NVIDIA. Il disait « Demain, vous allez voir, le département IT va devenir le département RH des agents. » Alors, c'est pas faux, mais c'est pas vrai non plus. C'est pas faux parce que, quelque part, quand on pense agent, on pense techno. Quand on pense techno, on pense IT. Alors, c'est peut-être un biais où on a tiré le trait un peu trop vite, mais en réalité, oui, le département IT sera évidemment impacté par cela. Mais c'est un petit peu comme en entreprise. Aujourd'hui, la gestion RH des collaborateurs ne se fait pas uniquement par le département RH. Elle se fait par leur N+1, par leur manager direct, par leur pair. En fait, le département RH, c'est tout le monde. La RH dans une entreprise, c'est pas que le département RH. Et bien pour les agents, c'est pareil. Quand vous mettez un applicatif, un chatbot sur votre site web, évidemment, il y a des aspects IT du chatbot. La latence du chatbot, est-ce qu'il répond suffisamment vite? Est-ce qu'il fonctionne, tout simplement? Est-ce que l'applicatif fonctionne? Mais il y a aussi d'autres aspects qui ne sont pas dépendants de l'IT. L'IT va vous dire, le chatbot, il fonctionne sur le site web, quand je pose une question, il répond. Mais ce n'est pas parce qu'il répond que la réponse est pertinente. Et c'est pas parce que la réponse est pertinente que la réponse est juste.
Et c'est là où on voit qu'il y a une différence au niveau de la maintenance applicative d'une technologie IA générative versus la maintenance applicative d'une technologie classique de software engineering. Et c'est pour ça qu'il faut évidemment aussi se dire qu'il y a un rôle des équipes data pour évaluer ces IA-là, pour se dire est-ce qu'elles répondent correctement, et aussi des équipes business pour dire, au-delà de la réponse, est-ce qu'elle est juste, est-ce qu'elle est pertinente aussi pour l'utilisateur. Et c'est pour ça que je pense que c'est important de réfléchir d'un point de vue plateforme, mais aussi d'un point de vue organisation et gouvernance pour pouvoir justement demain piloter et contrôler et mettre à disposition ces technologies. Un dernier aspect, c'est l'expérience utilisateur, c'est très important. Je ne vais pas couper l'herbe sous le pied à François qui va présenter ça avec moi tout à l'heure pour le cas Bouygues Télécom. Mais c'est vraiment important de se dire aussi que le piège dans lequel il ne faut pas tomber, c'est d'essayer de optimiser le monde d'aujourd'hui avec les agents au lieu de simplement en fait, redéfinir le monde de demain. Parce que le but des agents, ce n'est pas simplement de se dire comment je fais mieux aujourd'hui ce que j'ai aujourd'hui et essayer de supercharger l'agent sur le process actuel, mais essayer de dire comment le process, je le redéfinis complètement. Et c'est pareil pour l'expérience utilisateur. Il ne faut pas oublier que vous allez évidemment bénéficier de cette technologie, mais vos consommateurs, en fait, ils en bénéficient déjà via des technologies comme Gemini et des ChatGPT et consorts, etc. Donc eux baignent dedans depuis 2 ans. Donc essayez de se dire, moi, je vais mettre l'IA générative pour optimiser mon fonctionnement. C'est passer à côté du fait que les consommateurs ont des attentes très fortes aussi. Il faut penser au monde de demain. Donc, d'un point de vue UX, d'un point de vue design, d'un point de vue intégration, ça veut dire comment je réintègre ces technologies, comment je redéfinis les parcours aussi des consommateurs. Et enfin, un point aussi très important, Justine l'a dit aussi tout à l'heure, c'est l'aspect transformation. Il faut être conscient que on n'est pas en train de faire du POC. On n'est pas en train d'améliorer à la marge un processus d'entreprise. On est en train de vraiment toucher à des métiers, à redéfinir le rôle de l'IT dans l'entreprise, redéfinir le rôle de la data, faire de la transformation des processus et du business. Et donc, forcément, ça implique un sponsorship. On ne peut pas faire ça tout seul. Ça veut dire que si on essaye de faire ça dans son coin, le risque, c'est qu'au final, on a localement optimisé quelque chose, mais on n'a pas globalement transformé l'entreprise. C'est pour ça que le conseil que je donne à tout le monde à chaque fois, c'est de se dire il faut monter vraiment très très haut. Et c'est pas je ne parle pas que d'une question budget, évidemment, ça implique des budgets, mais aussi d'un point de vue en fait transformation, parce que derrière, on va toucher au quotidien des gens. Et toucher au quotidien des gens, ça demande de la formation, ça demande du training, ça demande de la culturation, ça demande aussi pas mal d'aspects qui ne sont parfois pas dans notre scope et qui demandent du sponsorship très très haut pour vraiment pouvoir atterrir correctement. Enfin, un dernier point et le dernier panneau que je voulais vous donner, c'est qu'on a réalisé une étude donc en début 2025 qui a été présentée par la ministre du Travail, dans lequel en fait on a vu à quel point il y a un écart fort entre les attentes des collaborateurs et la réalité du terrain. Aujourd'hui, 51% des gens disent qu'il manque de training autour de l'IA et presque la moitié des employés n'ont jamais reçu une formation autour de l'IA. Et dans un monde où on promet la transformation des processus de toutes les entreprises avec l'IA, je trouve que c'est un constat qui est quand même assez alarmant et qui traduit aujourd'hui à quel point on n'est pas encore prêt à pouvoir véritablement prendre cette vague de l'agentique. Donc vraiment, le point important, c'est de se dire il ne faut pas purement réfléchir sous l'angle de oui, c'est une techno, c'est pas un enjeu technologique. Évidemment, il y a des enjeux technologiques, mais c'est pas un enjeu technologique, c'est vraiment d'abord un enjeu d'organisation et un enjeu de mise en place et de redéfinition du rôle de l'entreprise.